Merci à tous les trois pour vos trois interventions passionnantes et très complémentaires. Euh, on a, je crois, 20-25 minutes encore pour discuter. Je voudrais relancer la discussion sur trois ou quatre points en particulier, puis je vous relaisserai la parole à tous les trois. Le premier point, c'est la question pour moi de l'explicitation face aux patients et face aux familles. Qu'est-ce que ça signifie en fait assumer des décisions au croisement de ce que Fabrice a appelé des logiques populationnelles et des logiques individuelles en face du patient ou en face des familles? Comment est-ce qu'on informe loyalement le patient et qu'est-ce qu'on lui dit exactement? Est-ce qu'on dissimule la manière dont la décision a été prise ou est-ce qu'on la partage? La deuxième remarque, le deuxième ensemble de questions, il tient pour moi au décalage entre qui édicte les règles et qui les applique ou qui décide sur le terrain. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que aux États-Unis, les règles, ou plutôt les guidelines en temps de pandémie, ils ont été édictés hôpital par hôpital, à une échelle très, très locale. Alors qu'en France, il y a eu quelques tentatives, dont Céline nous a parlé, pour proposer des guidelines à l'échelle nationale. Ça n'était que des recommandations, ça n'était jamais des règles. Autrement dit, il restait toujours non seulement une marge d'interprétation de ces principes et de ces critères de priorisation, mais même une marge de liberté tout court pour la mise en œuvre de la priorisation à l'échelle locale. Alors, la question que j'avais en fait et que je voudrais poser aussi peut-être à Sophie, c'est comment est-ce qu'on fait en tant que soignant quand on désapprouve les guidelines nationales ou quand on considère que la délibération nationale n'a pas pris en compte la totalité de la situation, qu'elle est défaillante et donc en gros que les valeurs qu'on a en tant que soignant individuel sont en décalage avec les guidelines nationales qu'on nous propose de mettre en pratique. Et ça m'amène en fait au troisième point, aux troisième question. La question des jauges entre patients Covid et patients non Covid dans le contexte de pandémie. Le problème qui allait nous arriver avec les patients non Covid et les maladies invisibles et les maladies sacrifiées, eh bien, les médecins en charge de ces patients les ont vus avant tout le monde. Avant que les problèmes remontent aux associations de patients, par exemple aux associations des patients cancéreux qui ont averti sur le fait qu'il y avait des pertes de chance et des retards de traitement considérables, les médecins en charge de ces patients ont vu à l'échelle de leur service et de leur hôpital se mettre en place en fait les conséquences du macro-rationnement qui leur était imposé. Et donc, comment à ce moment-là on fait? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut alerter en fait la représentation nationale dans un cas comme celui-là? Et puis, dernière question, elle porte pour moi sur l'entrelacement entre les critères médicaux et les critères d'égalité des chances au sens très large. Comment est-ce que, à l'échelle des médecins trieurs, à l'échelle des soignants sur le terrain, est-ce que le score de fragilité qui, poussé à son terme, signifie que les plus vulnérables, en fait, passent en dernier, en réalité, comment est-ce qu'il est pris en compte et est-ce qu'il n'y a pas en fait un décalage entre les critères d'efficience qui ne sont pas forcément ceux que les médecins eux-mêmes défendent et les critères d'équité qui peuvent être tentés de pousser en avant au contraire? Alors, peut-être je vous laisse la parole à tous les trois, peut-être Sophie pour commencer. Et puis, on repartira dans l'ordre. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai retrouvé la vidéo. Je ne sais pas si vous me voyez. J'ai changé d'ordi. Désolée pour tout à l'heure. Alors oui, moi je voulais, avant de répondre à tes questions, peut-être revenir sur deux choses, juste pour peut-être éclaircir et puis répondre un peu à Fabrice. Mais oui, très clairement, on est dans des situations de tension entre bénéfices individuels, intérêts collectifs. C'est ça, en fait, toute la difficulté aujourd'hui du fait de ne pas penser et de ne pas réfléchir ces questions de priorisation. Et il se trouve que dans la littérature médicale, elle reste quand même effectivement discutée principalement par les anglo-saxons. C'est peut-être pas un hasard, comme tu dis, parce qu'il y a une logique utilitariste. Maintenant, en fait, la façon dont ça a été quand même pensé pendant la crise, je voudrais juste revenir là-dessus, mais quand on est dans une situation de très grande pénurie, même si pour nous c'est épouvantable en tant que soignant de penser peut-être ces logiques utilitaristes, la logique du premier arrivé, premier servi, d'un point de vue éthique, est hyper questionnée.
moi, je n'ai pas l'impression qu'on puisse prendre des décisions très justes si on ne réfléchit pas aux bénéfices, voilà, qui pourraient être plus importants. On ne peut pas le penser autrement. C'est peut-être, voilà, on peut le discuter. Et voilà, on n'est peut-être pas d'accord sur ce point, mais en tout cas, moi, se dire que ça va être exceptionnel, se dire que ça ne doit pas arriver, se dire que ça ne durera que quelques jours, ça pose un autre problème. Et c'est là-dessus que je voulais revenir parce que j'en ai pas parlé. Ça pose la question de l'anticipation. Donc ça, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Et c'est des choses aussi sur lesquelles on avait discuté sur d'autres questions d'ailleurs avec Paul Lou et qui sont absolument essentielles. Hein. C'est vraiment des enjeux majeurs aujourd'hui. Et ça, c'est moi, il me semble que là, on a un devoir d'anticiper, comme on le fait parfois d'ailleurs dans nos décisions médicales, d'anticiper un transfert en réanimation. On sait qu'un patient a un risque de s'aggraver. Alors, on discute de façon collégiale de la nécessité ou non avec la famille, les proches, de ce que le patient aurait voulu, etc., etc. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est le fait de ne pas le penser. Juste revenir sur ce que tu disais, c'est peut-être très différent le fait de la rareté, des questions de choix, d'allocation des ressources en fonction de leur rentabilité. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui l'a choisi et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. C'est qu'il y a des tensions aujourd'hui pour nous en tant que soignants, c'est-à-dire qu'on est rationné, vraiment rationné depuis des années. Et je pense que tous les collègues, j'ai vu aussi dans les échanges et dans le chat, c'est quelque chose qui existe. Donc, on est amené à faire des choix. Aujourd'hui, je vous redonne un exemple parce que j'ai pas eu l'occasion de parler de l'histoire des médicaments, mais on nous demande, j'ai une collègue neurologue à qui on a demandé récemment de faire le choix parmi sa file active de patients pour l'allocation de molécules de thérapie innovante coûteuses. Comme on n'est pas en capacité d'assumer ça collectivement, c'est le médecin qui va devoir prendre sa file active de patients et choisir. Ça pose des problèmes éthiques majeurs. Moi, ça, je pense que non. Voilà. Est-ce qu'on doit l'assumer tout seul? Il me semble que ça n'est pas, à partir du moment où c'est pas nous qui avons décidé ce rationnement, qui avons décidé, encore une fois aussi, ces prix des médicaments très élevés. Je reviens sur ce que dit Florence, j'étais co-rapporteur avec elle de cet avis sur le médicament, mais il faut quand même, il y a une opacité tellement importante aujourd'hui sur la fixation des prix des médicaments que là, il y a aussi une exigence éthique autour de la transparence. C'est un processus, la transparence et doit être vraiment un enjeu très très important pour arriver à avoir des négociations correctes, des prix corrects, sinon on ne pourra pas donner à tout le monde et on est obligé de faire ces choix qui sont des choix tragiques. Alors juste du coup, je réponds pas rapidement, mais juste répondre à Frédéric sur la question est-ce qu'on explique aux familles ou pas. Oui, je pense que tu as raison, c'est évidemment un sujet très difficile. Je pense qu'en fait, pour répondre en général, c'est très difficile de l'expliquer comme ça, c'est-à-dire que dans les situations où c'était pas connu, dans la mesure où cette question de priorisation et de rationnement et de pénurie n'est pas connue, c'est impossible de le faire. Moi, jusque-là, ça me paraissait difficile de dire, vous savez, je ne peux pas vous prendre parce que j'ai pas de place, en fait, dans mon unité. Mais en fait, pour te dire la vérité, ça m'est arrivé avant la crise et pendant la crise beaucoup. Mais avant la crise, certains patients disent, je sais que vous avez des difficultés de lit, je sais que je m'excuse. Et là, pendant toute la crise, on a eu des personnes âgées en particulier qui s'excusaient d'être là, qui s'excusaient de prendre la place d'un autre. Donc, il y a une autocensure. Donc, tu vois, pour répondre un peu à ta question par rapport à la place des familles et des proches et des patients eux-mêmes, qui s'excusent en fait de prendre la place d'autres. Donc ça, c'est une vraie question. Donc quand même, peut-être oui, cette crise, elle va permettre de remettre ces questions-là, de rationnement, de difficultés, qu'on peut avoir tous à pouvoir donner le meilleur soin pour chacun. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas toujours le faire. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un décalage avec les recos? Moi, je vais te dire deux choses, quoi. Je pense que, pour être très, très honnête, en temps réel, on alerte d'abord si vraiment on pense que ça ne correspond pas à certains. Donc, on va remonter. Qui a pris ces décisions et peut-être dire que on n'est pas forcément d'accord avec ces recommandations, essayer de les discuter. Et quand c'est vraiment indiscutable, on désobéit et parfois la désobéissance peut-être peut avoir être un devoir moral. Je pense en particulier par exemple à la question des visites. Il y a eu des situations vraiment tellement difficiles à vivre pour les proches et du coup aussi pour les soignants. C'est sur ces questions de visite que moi, on peut peut-être pas le dire publiquement, mais tant pis. Mais je veux dire, et bien sûr, il est arrivé qu'on désobéisse. Donc, moi, je pense qu'il y a des limites effectivement, et donc pour répondre à tout ça, ça veut dire que bien sûr qu'il faut le discuter toujours cette question d'anticipation. Si on pouvait le penser, si au moins ça pouvait nous servir pour la suite,
alors ça serait peut-être un peu moins difficile, justement. Et ça pose la question de la façon dont on est associé aussi à ces décisions. Moi, souvent, ces décisions, je le redis, sont prises par des personnes qui sont un peu plus loin du terrain. Pourquoi est-ce qu'on n'associe pas plus les acteurs de terrain, les usagers, les patients, les citoyens, enfin des personnes qui effectivement vivent les choses et ont aussi à prendre ces décisions sur le terrain. Voilà, sur le reste, sur les scores de fragilité, je suis pas la plus légitime parce qu'on les utilise nous très très peu. Voilà, oui, évidemment qu'il a fallu trouver des critères, c'est ce que disait aussi Fabrice dans ces approches-là. Donc c'est la façon dont ça a été dit. Je trouve intéressant évidemment ta question par rapport aussi aux questions d'égalité des chances et ces critères, cette balance entre les critères médicaux et l'égalité des chances. Bah oui, c'est vrai que de temps en temps, il arrive qu'on puisse faire des choses un peu comme une forme de réparation en fait, et qui soit pas forcément sur des bons critères médicaux. Mais si on a l'impression que quelqu'un n'a déjà pas eu beaucoup de chance, il arrive que ça se passe. Enfin, en tout cas aux États-Unis, je sais parce que j'avais lu aussi des articles sur le sujet. En fait, on s'aperçoit qu'il y a certaines catégories de personnes pour lesquelles, notamment pour certains qui sont les plus vulnérables, il y a une escalade thérapeutique parfois déraisonnable aussi parce qu'il n'y a peut-être pas d'entourage, etc. Mais aussi peut-être par devoir de réparation et c'est pas pour ça qu'on fait bien. Je veux dire, ça reste des décisions parfois, toujours hyper difficiles. Merci Sophie. Céline, tu veux intervenir? Je vois que Fabrice a posé la question de fond, c'est est-ce que parce que on n'est pas capable et on n'a pas envie d'assumer la logique utilitariste, ce qui est absolument légitime, et ce qui doit nous pousser à lutter pour augmenter le nombre de canaux de sauvetage. Je crois que j'avais écrit un article qui faisait référence à Tom Corr, qui avait écrit un livre qui est spécialiste de la bioéthique, mais pour critiquer cette logique utilitariste que tu décrivais, Fabrice, et qui disait que la bioéthique était précisément née de entre autres, de cette question de comment faire parce qu'il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, et du coup, il en sortait, et il disait qu'il fallait en sortir, et simplement que la seule position éthique, en quelque sorte, qui était fondée, c'était de demander à augmenter le nombre de canaux de sauvetage. Et voilà, mettre fin ou en tout cas diminuer la pénurie. Donc je comprends bien cette position et je crois qu'on l'a tous, hein, mais simplement il y a des événements imprévisibles qui nous arrivent dessus et on voit bien qu'il faut ne pas s'empêcher de penser la priorisation parce que nous devons lutter contre l'utilitarisme et nous devons lutter contre la pénurie. Il faut essayer de penser les deux en même temps, lutter contre la pénurie et penser, expliciter les critères de priorisation et les principes qui les sous-tendent plutôt que d'en rester à la logique soit du premier arrivé, premier servi, soit de quelque chose de totalement arbitraire. Donc vraiment, mais je comprends, la question elle est massive, quoi. Fabrice? Je veux bien dire un mot aussi. J'ai pas pu lire tous les messages dans le chat, mais je pense que on est sur des sujets. J'ai vu le mot eugénisme et ça m'a fait bondir. On est à distance. On aborde des sujets difficiles, on ne peut pas forcément maîtriser exactement la façon dont on est compris ou bien compris parce qu'on vous voit pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir assumé quelques positions eugénistes que ce soit ou décrit voilà. Donc, soyons quand même prudents. Deuxièmement, sur la rentabilité, voilà. Sur la rentabilité, quand je l'ai distingué, j'ai pas dit que ça n'existe pas. Là, j'ai peut-être donné l'impression d'être totalement idéaliste. J'ai dit, je sais que cette pratique, et ne nions pas que cette pratique existe de la part de certaines structures, acteurs de santé qui choisissent des patients pour des questions de rentabilité ou qui les font sortir plus tôt pour des questions de rentabilité. Parlons de la durée moyenne de séjour. On voit très bien que ça existe. Je voulais simplement dire que ça, voilà, ça on peut le dénoncer. On sait que ça existe, donc mentionnons-le, mais c'est pas de ça que, voilà, ça pose pas fondamentalement de problème d'un point de vue éthique. On voit que c'est problématique, donc voilà. Après, Frédéric,
vous posiez la question de la communication avec les familles, et c'est effectivement un point central, parce que si on explique une décision, ou on prend avec le patient et sa famille une décision, et qu'on explique comment on l'a prise dans son intérêt, cette communication, elle est relativement facile, puisqu'on peut l'assumer en tant que clinicien. Si on doit assumer une décision prise sur une logique populationnelle à laquelle on n'a pas été associé, à laquelle on n'adhère pas, c'est beaucoup plus compliqué évidemment dans le donc ça c'est, et je trouve, je suis parfaitement d'accord avec Sophie quand elle dit que c'est parfaitement injuste de laisser les soignants de première ligne, et notamment les médecins réanimateurs, devoir assumer des décisions qui sont aussi des décisions anciennes de financement du système de santé et de raréfaction de ses moyens. Donc là-dessus, on est d'accord. Moi, j'ai 2 points un peu plus précis. Le premier, c'est sur le score de fragilité. Je trouve que à la fois ces critères-là, ils devraient être intangibles. On fixe des critères une bonne fois pour toutes, mais en même temps, ils devraient être en permanence alimentés par les connaissances. C'est-à-dire que si c'est le critère, un des critères, c'est les chances de survie d'une personne avec une durée de vie et une qualité de vie acceptable, et qu'on compare ces données-là, à ce moment-là, ça devrait évoluer dans le temps. Ça devrait évoluer dans le temps en fonction des connaissances acquises. Par exemple, on a beaucoup dit que les personnes âgées, elles supporteraient pas 15 jours en réanimation, intubées en réanimation. Or, on sait très bien que ça a peut-être été le cas au début, mais tous les gens qui étaient en réanimation n'ont pas été intubés pendant 15 jours. Donc, il y a un apprentissage en fait des données. Et au début de l'épidémie, c'était très très dur. Et évidemment, mi-mars, début avril, avec très peu de données, calculer les chances de survie, de comparer les chances de survie et l'estimation de qualité de vie future en termes de pronostic pour plusieurs patients, c'était très dur parce qu'on n'avait pas beaucoup de données. Donc ça suppose quand même une réactualisation, et ça suppose que participe à la formulation de ces critères et de ces calculs des gens qui ont il faut du recul, il faut produire de la donnée, il y a une obligation éthique de produire de la donnée là-dessus. Sur le dernier point, évidemment, je ne disais pas que laissons faire le sale boulot à d'autres, et les éthiciens ne vont pas se mêler de ces questions. Hein. Je ne disais pas créons toujours plus de lits et on se sortira de ces problèmes. Je voulais simplement dire que, à mon avis, la focalisation, la question éthique n'est pas quel va être le bon critère. À mon avis, il n'y aura pas de bon critère. Il faut éviter des discriminations majeures. Voilà. Et on les voit tout de suite, c'est sur l'âge et sur la présence de certaines pathologies et de certains handicaps. On va choisir des critères différents, ils seront plus ou moins bons, mais le pire, c'est d'éviter ces formes de discrimination vraiment massives. Et allons au bout, hein. Moi j'entends bien quand vous dites le premier arrivé, le premier servi, c'est pas satisfaisant, mais si on y renonce, ça veut dire aussi que quelqu'un qui est déjà dans le service, déjà intubé, si quelqu'un arrive qui a un meilleur pronostic que lui, on va le désintuber. C'est-à-dire, s'il faut le renoncement au premier arrivé, premier servi, il faut, voilà. Donc, je pense qu'on a besoin d'aller dans le détail, en fait, de ces idées, mais ça, c'est très explicitement écrit dans les recos italiennes et américaines. Si on rompt avec ce principe du premier arrivé, premier servi, que c'est le critère de priorisation, c'est pas parce que vous êtes déjà là, déjà pris en soin, que vous restez. Et ça, pour un clinicien, à mon avis, c'est pas évident à assumer aussi comme décision. C'est vraiment complexe. Non, mais évidemment, oui, dans l'article de Emmanuel, là, de mars 2020, tu as parfaitement raison. Hein, c'est une proposition extrêmement choquante. Il dit qu'il faudrait, qu'on peut désintuber quelqu'un si un autre qui a plus de chances de s'en sortir arrive dans le service. Mais la question, c'est celle de la pondération entre des critères. C'est pas d'appliquer dans une logique jusqu'au boutiste un critère ou un principe. Évidemment. Je crois qu'il y a quand même aussi un décalage de perception en fait entre le grand public et les réanimateurs sur cette question de désintuber, parce que pour le grand public, on a l'impression que c'est un meurtre. En fait, on retire l'appareil qui maintenait en vie et c'est comme si on tuait le patient, mais en réalité, dans la pratique d'un réanimateur,
c'est un geste courant aussi, c'est des décisions courantes en fait de désintuber parce qu'on considère qu'au bout d'un moment c'est de l'acharnement et c'est futile. Et donc il ne faut pas non plus peut-être dramatiser ça. Moi, je voulais ajouter un mot sur la question sur la métaphore des canaux de sauvetage, Céline, que tu as rappelé, et Tom Corr. En fait, ce qui est un peu difficile dans ce débat, c'est que augmenter le nombre de canaux de sauvetage, éviter de se retrouver dans une situation où il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, de place en canaux de sauvetage pour tout le monde. Sauf que c'est toujours en fait un jeu de vases communicants et qu'à un moment donné, on bute aussi sur le fait que ce qu'on donne en budget à la santé, on ne le donne pas à l'éducation, on ne le donne pas au social. Donc, à nouveau, on a la question de la délibération démocratique sur l'allocation des ressources sur un plan très, très général. Il y a une question en fait que j'ai vu apparaître plusieurs fois dans le chat et que je voudrais peut-être vous retourner, c'est la question du contrôle démocratique sur les décisions à l'échelle locale. On en a peu parlé en fait, et en particulier, on a peu évoqué quelque chose qui avait été proposé par le CCNE et dont il avait été question, c'est les commissions d'éthique locale, en fait, les commissions d'aide à la décision locale. Alors, on n'en parle pas parce qu'en fait, ça n'a pas servi, ça ne sert à rien, ou on n'en parle pas parce que… voilà, je voudrais peut-être un mot sur ça. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut… Sophie, hein, oui. Je peux dire un mot rapidement. On en parle peu parce que je pense qu'il y a des habitudes aussi. C'est-à-dire qu'en France, on est peu habitué à ça. Elles ont été mises en place à partir du mois de mars de façon assez inégale de ce que je sais. En tout cas, moi, je sais un peu sur la PHP parce que voilà, je coordonne la démarche éthique à la PHP, mais je ne sais pas sur le reste du territoire comment ça s'est mis en place. Et en fait, ce qui était intéressant, et par contre, j'ai vu, je peux dire ce qui s'est passé. Là, pour l'instant, on n'a pas un gros retour sur tout ce qui s'est passé sur les hôpitaux de la PHP, mais par exemple, sur mon hôpital, ces cellules éthiques de soutien n'ont pas été sollicitées comme on aurait peut-être pu, et c'était ça un peu l'idée, dans les situations justement de non-admission en réanimation, ces décisions-là étaient continuées à être prises en fait comme les médecins et les équipes avaient l'habitude de les prendre, y compris, je reviens sur ce que tu viens de dire, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que les questions d'extubation, de limitation thérapeutique, quand on juge que c'est plus efficace, enfin, qu'il n'y a plus d'intérêt pour le malade, c'est vrai que c'est pris comme ça. Donc les cellules éthiques de soutien, elles ont été en fait surtout les patients. En fait, il y a eu des sollicitations pour des questions des visites. Et parce qu'il y avait effectivement des grosses tensions entre des recommandations de nos groupes hospitaliers et puis nationales sur l'accès aux visites et du coup des soignants qui n'arrivaient pas à refuser ça. Et en fait, c'est assez curieux, mais en tout cas, nous, dans notre hôpital, pas curieux, je ne sais pas d'ailleurs, mais en fait, finalement, c'est plus sur ces questions-là qu'elles ont été sollicitées que sur les questions d'accès d'accès au lit. Mais bon, ou des choix tragiques qui auraient pu être effectivement de décider de limitation thérapeutique dans certains services pour pouvoir en admettre d'autres, etc., d'autres patients. Mais voilà. Merci. Est-ce que… Peut-être juste redire un mot sur la question de l'enjeu, effectivement, la question que tu posais avant sur tous ces enjeux effectivement démocratiques de participation. Je lisais aussi dans les chats. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que ça a été un échec dans d'autres domaines. C'était dit. Je voyais sur l'écologie, etc. Bon, voilà. Pour autant, je pense qu'il faut pas qu'on renonce. Faut qu'on continue à voir comment est-ce qu'on peut mieux travailler et associer effectivement et faire naître quand même un peu plus de démocratie sanitaire dans nos hôpitaux et à tous les niveaux. Et c'est vrai que là où on est un peu déçu, mais ça s'est un tout petit peu amélioré entre la première et la deuxième vague, c'est que il y avait très peu, au début il n'y avait pas d'usagers dans les cellules de crise, il n'y avait pas non plus de représentants forcément de l'éthique. Ça a été compliqué, en tout cas nous sur nos hôpitaux parisiens, de ce que je connais. Après, encore une fois, je n'ai pas le recul sur sur le reste des hôpitaux français, mais ça restait vraiment des décisions très verticales et on a besoin de plus de transversalité. Il faut continuer à y travailler, mais c'est pas parce que ça a été difficile et que ça reste difficile qu'il ne faut pas continuer, je pense, à travailler là-dessus tous ensemble. En même temps, sur la démocratie sanitaire, le problème aussi, c'est que quand vous demandez leur avis aux gens en tant qu'usagers ou que patients ou que malades, utilisateurs du système de santé, vous ne leur demandez pas leur avis en tant que citoyens. Ce n'est pas du tout la même chose. Et peut-être que ce n'est pas possible de leur demander leur avis en tant que citoyens, j'en sais rien, mais on n'a pas essayé. Et la représentation nationale ne s'est pas emparée, alors qu'elle aurait pu en trouver l'occasion au moment de la crise Covid, de ces questions de rationnement et de tri. Et
peut-être que c'est difficile en fait de raisonner sous voile d'ignorance sur ces sujets-là, mais on n'a même pas essayé en tout cas en France. Et moi, à titre personnel, il me semble que c'est regrettable et que la démocratie sanitaire telle qu'on la pratique, c'est-à-dire des comités d'usagers concernés en réalité par le sujet, bah, ça remplace pas en fait la sollicitation de la représentation nationale sur ces sujets d'intérêt collectif. Si je peux dire un mot pour répondre à la question, le sentiment qu'on a à l'Espace éthique Île-de-France, c'est que les cellules éthiques de soutien, elles ont beaucoup servi à renforcer la collégialité de la prise de décision, y compris avec des référents éthiques qui sont passés dans les services. On a eu des témoignages notamment de ce qui a pu se faire à Avicenne, où ils sont allés un peu de manière proactive dans les différents services et où ils ont fait de l'aide à la décision. Ils ont rétabli une forme de collégialité qui compensait le fait de devoir prendre des décisions dans une grande urgence. Et donc là, ça a permis de retrouver comme s'il y avait eu plus de temps en mettant de la collégialité dans les décisions. Ça, c'est sur la réponse de fait. Sur la question de droit, moi, je continue de ne pas penser que ce soit le boulot des d'éthiciens tout seuls, voilà, d'avoir à trancher ces situations. C'est pas une cellule, ou alors c'est une cellule éthique de soutien qui est couplée avec une cellule de crise, avec des cliniciens, avec des gestionnaires, avec voilà. Mais voilà, on a absolument besoin d'associer des choses différentes de la démocratie, certes, mais je vois pas comment on le fait correctement sans infrastructure de priorisation à différents niveaux, avec des gens qui ne sont pas que en première ligne, avec des critères qui auront été effectivement un protocole qui aura été décidé un petit peu avant et sur lequel il y aura un consensus, mais encore une fois, mon impression est que c'est très 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 important d'être précis dans la façon dont on organise ces choses-là. Dans l'article des Québécois, je vous le lis juste parce que moi ça me frappe beaucoup, c'est un des patients qui a travaillé à l'élaboration du protocole, c'est à Montréal. Et il dit la chose suivante: c'est hors de question que je me retrouve pris aux soins intensifs à me demander comment ils vont prendre la décision. Est-ce qu'ils la prennent sur des bases personnelles? Qu'est-ce qui va jouer là-dedans? Le protocole, je veux le voir et dire ce que j'en pense. Ma famille peut se préparer. S'il n'y en a pas, je suis dépendant de l'arbitraire des individus qui vont me soigner. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des bonnes valeurs, mais on n'est pas naïf. On sait très bien que sur des questions de vie ou de mort, il peut y avoir des influences religieuses, idéologiques, où il y a un tel qui connaît un tel. Ce qui m'intéresse là, c'est moins, il n'y a pas, je trouve que il n'y a pas à être méfiant vis-à-vis des cliniciens ou des réanimateurs dans le service, c'est pas ça. Mais si on veut passer d'une logique qui n'est plus qu'individuelle à une logique populationnelle, il faut être très 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 vigilant dans la façon dont on l'organise concrètement. Et encore une fois, arrêter, désintuber quelqu'un en réanimation pour selon un raisonnement individuel, parce que ce n'est pas dans son intérêt, parce que ce serait de l'obstination déraisonnable, c'est une chose. Le désintuber parce que il aurait moins de chances que quelqu'un d'autre, pour moi, c'est totalement éthique, enfin moralement, c'est un geste totalement différent quand même. Donc, et ça suppose, ce n'est pas faire insulte aux médecins, au contraire, de dire qu'il faudrait une organisation en amont pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls à prendre ces décisions, non pas au sens où ils seraient immoraux et où ils ne sauraient pas les prendre, mais parce que ça nous engage tous et on a aussi besoin de les protéger, y compris de poursuites pénales s'il n'y a pas un cadre qui a fixé ce genre de décision. Mais encore une fois, Fabrice, la différence entre désintuber un patient déjà intubé et ne pas admettre en réanimation, en fait, pour les éthiciens américains, par exemple dans l'article de Zick Emmanuel et les autres sur le triage Covid, un article très très connu il y a quelques mois, il n'y a pas de différence entre ces deux gestes. Sur le plan moral, de leur point de vue d'éthiciens américains, c'est le même geste. Donc, je crois qu'il y a aussi oui. Mais je ne suis pas un éthicien américain, en l'occurrence. On n'est pas des éthiciens américains. Et je suis assez surpris que de cette mode de l'utilitarisme en France depuis le printemps 2020. On peut l'assumer, mais on a le droit de ne pas être utilitariste. Mais c'est pas forcément lié à l'utilitarisme là en l'occurrence. La différence de geste entre les deux, il n'est pas certain qu'elle ne relève pas en fait de représentation faussée ou biaisée.
Donc, je ne suis pas sûre que se focaliser sur ce point, en fait, soit pertinent sur le plan moral. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une question que je me pose. Paul Lou, est-ce que tu veux reprendre la parole ou